18 juillet 1944. Le lieutenant-général Omar Bradley se tenait dans son poste de commandement en Normandie, lisant les rapports de perte du secteur américain. 6 semaines après le jour J, 6 semaines de combats brutaux dans le bocage normand, 6 semaines durant lesquelles des soldats américains mouraient dans des chemins étroits entre d'anciens murs de pierre et des talus de terre envahis par une végétation si dense qu'un homme ne pouvait pas voir à plus de 10 mètres devant lui. La première armée de Bradley avait subi plus de 40 000 pertes, tués, blessés ou disparus. Ils étaient piégés dans un terrain qui transformait chaque champ en forteresse et chaque haie en zone de mort. Les Allemands se battaient désespérément, mais ils n'étaient pas le seul problème. Le véritable problème se trouvait à 6 miles à l'est, la ville de Caen. Le maréchal britannique Bernard Montgomery avait promis de s'emparer de Caen le jour J. Il avait juré à Eisenhower que les forces britanniques prendraient ce carrefour routier crucial dans les heures suivant le débarquement et progresseraient vers l'intérieur des terres afin de donner aux Alliés la liberté de manœuvrer. 6 semaines plus tard, Caen était toujours aux mains des Allemands. Toute l'armée de Montgomery était bloquée devant une ville qu'il avait promis de prendre le 6 juin. Et parce que Montgomery était immobilisé, les Allemands pouvaient concentrer leurs réserves blindées contre les Américains. Chaque division de Panzer qui ne combattait pas les Britanniques tuait des Américains dans le bocage. Bradley regarda de nouveau les rapports de pertes. Ce n'étaient pas de simples chiffres, c'étaient des files de fermiers de l'Iowa et des ouvriers d'usines de Détroit. Ils mouraient parce que Montgomery avait échoué. Et Montgomery affirmait désormais que cet échec faisait partie du plan depuis le début. C'est l'histoire de la promesse brisée de Montgomery à Caen, qui faillit détruire l'invasion de la Normandie. Comment des soldats américains payèrent de leur sang l'échec britannique, et comment George S. Patton dut sauver le jour J d'un désastre que Montgomery refusait d'admettre. L'opération Overlord fut élaborée pendant 18 mois, la plus grande invasion amphibie de l'histoire. Les forces britanniques et canadiennes devinrent débarquer sur les plages orientales, Gold Juno et Sword, avec Caen comme objectif principal. Caen était crucial, un carrefour routier reliant la Normandie à Paris, et au-delà, un terrain ouvert, idéal pour la guerre blindée. Si les Alliés s'emparèrent rapidement de Caen, ils pourraient progresser vers l'intérieur et empêcher les Allemands de contenir l'invasion. Montgomery promit à Eisenhower qu'il prendrait Caen le jour J, pas au jour J+1, pas au bout d'une semaine, mais le jour même. Le 6 juin 1944, les forces britanniques sécuriseraient la ville avant la nuit et avanceraient vers Falaise en quelques jours. Les forces américaines débarqueraient sur les plages d'Utah et d'Omaha, captureraient la péninsule du Cotentin et le port de Cherbourg, essentiel pour la logistique mais secondaire par rapport à la percée britannique vers l'intérieur depuis Caen. Le plan reposait sur la vitesse. Des divisions de panzer allemandes se trouvaient en France. Si les Alliés restaient bloqués sur les plages, les blindés allemands contre-attaqueraient. Montgomery devait percer rapidement. Il assura tout le monde qu'il comprenait l'enjeu. Il n'échouerait pas. Caen tomberait le jour J et la percée commencerait immédiatement. 6 juin 1944, les forces britanniques et canadiennes prirent d'assaut les plages orientales. Les débarquements furent un succès. Les pertes furent plus légères que prévu. En milieu de matinée, des milliers de soldats avançaient vers l'intérieur en direction de Caen. La 3e division d'infanterie britannique progressa vers le sud depuis Sword Beach. Son objectif était Caen, à environ 6 miles à l'intérieur des terres. Le terrain était ouvert. Les Allemands avaient peu de forces en position.
La route vers Caen était vulnérable. Mais le plan de Montgomery comportait une faille fatale. Il avait privilégié la logistique au détriment de la vitesse. Les forces britanniques s'arrêtèrent pour consolider leur tête de pont. Elles attendirent le débarquement de l'artillerie. Elles organisèrent les lignes de ravitaillement avant d'avancer. Elles faisaient preuve de prudence, là où il aurait fallu de l'audace. Dans l'après-midi, les renforts allemands arrivèrent. La 21e division Panzer contre-attaqua entre les secteurs britanniques et canadiens. Elle ne repoussa pas les Alliés jusqu'à la mer, mais elle stoppa l'avance vers Caen. À la tombée de la nuit le 6 juin, les forces britanniques se trouvaient encore à 3 miles de la ville. La promesse de Montgomery était déjà rompue, Caen n'était pas tombé le jour J. Montgomery ne sembla pas inquiet. Il dit à Eisenhower que le retard était temporaire. Les forces britanniques reprendraient l'offensive le lendemain matin. Caen tomberait en quelques jours. Le 7 juin passa. Les forces britanniques attaquèrent vers Caen et furent arrêtés par les défenseurs allemands. Le 8 juin, même résultat. Le 9 juin, toujours bloqué. Les Allemands précipitaient des divisions de panzer en Normandie et chacune d'elles était envoyée pour arrêter les Britanniques devant Caen. Le 10 juin, 4 jours après le jour J, il était clair que le plan de Montgomery avait échoué. Caen ne tomberait pas rapidement. Les Britanniques étant engagés dans une bataille d'usure aux abords de la ville. Le terrain ouvert que Montgomery avait promis de capturer était aux mains des Allemands. Les Britanniques étaient immobilisés, et parce qu'ils étaient bloqués, le cauchemar américain allait commencer. Au quartier général allemand en France, le maréchal Erwin Rommel prenait une décision cruciale. Il disposait d'un nombre limité de divisions de panzer pour défendre le pays contre l'invasion alliée. Il devait décider où concentrer ses blindés. Devait-il se focaliser sur le secteur britannique à Caen ou sur le secteur américain à l'ouest? Les Britanniques tentaient clairement de s'emparer de Caen. Les attaques de Montgomery rendaient ses intentions évidentes. Si les Britanniques perçaient à Caen, ils pourraient s'enfoncer profondément en France. Le terrain était favorable aux chars. Ils pourraient menacer Paris. Les Américains, dans le secteur occidental, étaient bloqués dans le bocage normand, un terrain cauchemardesque pour la guerre blindée, de petits champs séparés par d'anciens talus de terre, surmontés de haies épaisses et de murs de pierre, des chemins étroits et encaissés, chaque champ devenant une forteresse naturelle. Rommel fit son choix. Il concentrerait ses panzers contre les Britanniques à Caen. La 21e division Panzer s'y trouvait déjà. Il envoya ensuite la 12e division SS Panzer, puis la division Panzerlehr. La première division SS Panzer suivit. C'étaient les meilleures unités allemandes, équipées des chars les plus récents. À la mi-juin, cette division de Panzer allemande était concentrée autour de Caen, soit plus de 500 chars. Ce sont ces divisions qui auraient pu contre-attaquer les plages américaines. Elles auraient pu écraser les forces de Bradley, alors qu'elles étaient encore en phase de consolidation. Au lieu de cela, elles combattaient toutes Montgomery. C'est exactement ce que Montgomery affirmerait plus tard avoir voulu faire. Il dirait qu'il avait volontairement attiré les blindés allemands pour les fixer, pendant que les Américains perçaient ailleurs. Mais en juin 1944, Montgomery ne prétendait pas que c'était son plan. Il attaquait Caen à répétition, cherchant désespérément à percer. Les Britanniques se battaient durement, mais ils n'y parvenaient pas. 7 divisions de panzer et chaque jour où elles restaient bloquées, à Caen était un jour de plus pendant lequel les Américains combattaient sans affronter les blindés allemands. Les Allemands ne pouvaient pas envoyer de panzer contre les Américains, car ils avaient besoin de chaque char
pour stopper les Britanniques. Montgomery avait, sans le vouloir, créé un bouclier pour les forces de Bradley. Mais ce bouclier avait un prix terrible. Tandis que Montgomery affrontait les panzers acquéants, les soldats américains mouraient dans un autre enfer, le bocage normand. Des milliers de petits champs séparés par des talus de terre, de plus d'1 mètre de haut, couronnés d'une végétation épaisse et d'arbres anciens. Ce n'étaient pas de simples haies de jardin, mais des fortifications vieilles de plusieurs siècles. Les racines étaient si épaisses qu'elles pouvaient arrêter un char de 30 tonnes. Lorsqu'un Sherman tentait de les franchir, son ventre exposé se dressait vers le ciel, offrant une cible idéale aux obus antichars allemands. Les Allemands transformèrent chaque haie en position défensive. Ils installèrent des mitrailleuses couvrant les chemins étroits entre les champs. Ils placèrent des mortiers à des endroits invisibles pour les Américains. Ils minèrent les accès et attendirent que les Américains avancent dans des zones de mort. L'infanterie américaine devait attaquer à travers des champs découverts, vers des haies qu'elle ne pouvait pas voir à travers. Les mitrailleuses allemandes les fauchaient avant qu'ils ne puissent réduire la distance. S'ils atteignaient la haie, les Allemands de l'autre côté lançaient des grenades par-dessus. Et lorsqu'une haie était franchie, une autre se trouvait à 100 mètres plus loin. Les chars américains ne pouvaient pas aider. En tentant de percer les haies, ils exposaient leur mince blindage inférieur. Des Allemands, équipés d'armes anti-chars, les détruisaient depuis des positions dissimulées. Le bocage neutralisait les avantages américains en matière de blindés et de puissance aérienne. Le taux de perte était effroyable. Des compagnies perdaient 50% de leurs effectifs en quelques jours. Des régiments étaient décimés pour des objectifs mesurés en centaines de mètres. Des divisions subissaient des milliers de pertes pour des gains mesurés en miles. La première armée était broyée dans les combats les plus violents que les forces américaines aient connus en Europe. Bradley comprenait ce qui se passait. Ses soldats payaient le prix de l'échec de Montgomery à Caen. Si Montgomery avait pris Caen le jour J comme promis, le front se serait ouvert. Les Américains auraient pu manœuvrer en terrain découvert, au lieu d'être piégés dans le bocage. Au lieu de cela, les Allemands pouvaient concentrer leur attention sur les haies. Ils savaient que Montgomery n'irait nulle part à Caen. Ils pouvaient engager une infanterie expérimentée contre les Américains et rendre chaque mètre de terrain extrêmement coûteux. Au début du mois de juillet, les pertes américaines dépassaient 40 000 hommes. Près d'un tiers des divisions d'assaut de Bradley étaient hors de combat. Des renforts arrivaient, mais ils étaient inexpérimentés. Ils mouraient en apprenant des leçons qui n'auraient pas été nécessaires si Montgomery avait tenu sa promesse. 26 juin 1944. L'opération Epsom commença. 3 divisions britanniques attaquèrent à l'ouest de Caen, tentant d'encercler la ville. Montgomery engagea ses réserves. Ce devait être la poussée décisive qui briserait enfin les défenses allemandes. Les Britanniques attaquèrent avec un soutien massif d'artillerie. Des centaines de canons tirèrent des barrages préparatoires. L'infanterie avança derrière des barrages roulants. Les chars suivirent en appui. Cela ressemblait à une force écrasante. Cela aurait dû fonctionner. Mais les Allemands étaient retranchés et prêts. Les mêmes divisions de panzer qui avaient stoppé les attaques précédentes arrêtèrent celles-ci. Les chars allemands engagèrent les blindés britanniques à longue distance. L'infanterie allemande tint ses positions. L'avance britannique se mesurait en centaines de mètres par jour. Le 30 juin, l'opération Epsom avait échoué. Les forces britanniques
avait recréé un saillant au-delà de la rivière Odon, mais sans pouvoir l'exploiter. Les contre-attaques allemandes menacèrent de couper l'avance. Montgomery ordonna à ses troupes de s'enterrer et de consolider leur position. Caen était toujours aux mains des Allemands. 3 semaines s'étaient écoulées et l'objectif principal du jour J demeurait une forteresse imprenable. Ses excuses commençaient à s'user. Churchill était furieux. Les journaux britanniques remettaient ouvertement en question la compétence de Montgomery. Eisenhower rencontra Montgomery le 1er juillet. La réunion fut tendue. Eisenhower exigea de savoir quand Caen tomberait et quand les Britanniques perceraient enfin. Les Américains ne pouvaient pas rester indéfiniment piégés dans le bocage. Les divisions de Bradley étaient en train d'être détruites. Montgomery promit une nouvelle offensive encore plus massive. Il utiliserait des bombardiers lourds pour pilonner les positions allemandes. Les blindés britanniques perceraient avec une force écrasante. L'opération Goodwood. Elle débuterait à la mi-juillet. Cette fois, il n'échouerait pas. Eisenhower avait déjà entendu ses promesses, mais il approuva néanmoins Goodwood. L'alternative aurait été d'admettre que la campagne de Normandie était dans l'impasse. 18 juillet 1944. Le même jour où Bradley lisait ses rapports de pertes, l'opération Goodwood commença par le plus vaste bombardement aérien jamais mené par les Alliés en appui d'opérations terrestres. Plus de 2000 bombardiers larguèrent 7000 tonnes de bombes sur les positions allemandes à l'est de Caen. Le bombardement dévasta les positions avancées allemandes. 3 divisions blindées britanniques avancèrent plus de 700 chars. C'était la percée attendue. Enfin, après 6 semaines d'enlisement, Montgomery disposait d'une force écrasante pour briser la résistance. Les chars britanniques progressèrent à travers la zone bombardée et firent d'abord de bons progrès. Pendant quelques heures, le succès sembla à portée de main. Montgomery envoya des rapports optimistes à Eisenhower. La percée était en cours, les Allemands se repliaient, puis des forces allemandes qui n'avaient pas été touchées par le bombardement contre-attaquèrent. Des canons de 80 mm dissimulés dans les villages détruisirent les chars britanniques à longue distance. Les panzers allemands, ayant survécu au bombardement, se déployèrent en position défensive. Les blindés britanniques entrèrent dans une zone de mort. À la fin du 18 juillet, l'avance britannique s'était arrêtée. Ils avaient regagné quelques kilomètres, mais sans percer. Les défenses allemandes tenaient. Au cours des 2 jours suivants, les Britanniques perdirent plus de 400 chars en tentant de progresser. L'opération Goodwood s'enlisait. Montgomery mit fin à l'offensive le 20 juillet. Il affirma qu'elle avait été un succès. Les forces britanniques avaient pris les ruines de l'est de Caen. Elles avaient infligé de lourdes pertes aux Allemands. Il présenta Goodwood comme une victoire. Mais Eisenhower connaissait la vérité. Goodwood n'avait pas percé les défenses allemandes. Les Britanniques avaient perdu 400 chars et subi 5000 pertes pour quelques kilomètres de terrain dévasté. Montgomery avait promis une percée. Il avait livré une nouvelle impasse coûteuse. Churchill était si furieux qu'il faillit limoger Montgomery. Seule l'intervention du haut commandement militaire britannique l'en empêcha. Mais la crédibilité de Montgomery auprès d'Eisenhower était perdue. Les Britanniques n'allaient pas percer à Caen. 6 semaines après le jour J, c'était désormais évident. Les Américains devraient y parvenir seuls. Après l'échec de Goodwood, Montgomery commença à raconter une autre histoire. Il n'avait jamais cherché à percer à Caen. Son véritable objectif avait été de fixer les blindés allemands. Chaque panzer combattant les Britanniques était un panzer qui ne pouvait pas combattre les Américains.
Montgomery affirma que cela avait toujours été son plan, depuis avant le jour J. Il déclara avoir voulu attirer les forces allemandes vers le secteur britannique. Les attaques contre Caen n'étaient pas des échecs, mais des batailles d'attrition, délibérées destinées à fixer l'attention allemande pendant que les Américains préparaient leur percée. C'était un mensonge. Les documents de planification de Montgomery rédigés avant le jour J le prouvaient. Ses ordres à ses commandants subordonnés le prouvaient. Ses promesses à Eisenhower de prendre Cannon le jour J le prouvaient. Il avait voulu percer, et il avait échoué. À présent, il prétendait que l'échec avait toujours fait partie du plan. Mais les Américains qui avaient combattu en Normandie savaient la vérité. Bradley le savait, Patton le savait. Les généraux américains comprenaient parfaitement ce qui s'était passé. Montgomery n'avait pas tenu ses promesses. Les soldats américains en avaient payé le prix dans le bocage. Montgomery revendiquait désormais le mérite d'une stratégie à laquelle il avait été contraint par son propre échec. Ce mensonge était politiquement brillant. Il protégeait la réputation de Montgomery. Il lui attribuait le mérite du succès américain à venir. Il permettait aux Britanniques d'entretenir la fiction selon laquelle Montgomery exécutait avec succès son plan directeur. Mais cela restait un mensonge. Et tous ceux qui avaient lu les plans originaux de Montgomery le savaient. Eisenhower ne pouvait pas contredire publiquement Montgomery sans provoquer une crise au sein de l'Alliance. Il accepta donc officiellement le nouveau récit de Montgomery, tout en préparant en privé sa mise à l'écart. Les Américains allaient percer. Montgomery pourrait ensuite prétendre ce qu'il voudrait. Bradley préparait la percée américaine depuis des semaines. Il ne pouvait plus attendre Montgomery. Si les Américains voulaient s'échapper du bocage, ils devraient le faire seuls, sans soutien britannique. Le plan s'appelait l'opération Cobra. Bradley concentrerait la première armée pour un assaut massif près de Saint-Lô. Des bombardiers lourds pilonneraient les positions allemandes. Les forces américaines perceraient les défenses affaiblies et s'engouffreraient dans les espaces ouverts, au-delà. Bradley disposait d'un avantage décisif. Les Allemands concentraient toujours leurs forces contre Montgomery. Cette division de Panzer était fixée à Caen. L'infanterie allemande, face aux Américains, était composée de bons soldats, mais sans soutien, blindés. Si Bradley parvenait à briser leurs lignes, le terrain ouvert s'étendait derrière. Bradley avait un autre atout. Tandis que les généraux se disputaient, les soldats américains improvisaient. Un sergent nommé Curtis, Cullen, souda des morceaux d'acier provenant d'obstacles allemands des plages sur l'avant des chars Sherman. On les appela des chars Rhino. Ils ne grimpaient pas sur les haies, ils les tranchaient net. L'ingéniosité américaine était prête à accomplir ce que la planification britannique n'avait pas su faire. La clé était la vitesse. Une fois la percée réalisée, les forces américaines devaient avancer rapidement avant que les Allemands ne puissent déplacer leurs panzers de Caen pour les bloquer. Cela exigeait une exploitation agressive, quelqu'un qui ne s'arrêterait pas pour consolider, quelqu'un qui continuerait d'avancer jusqu'à recevoir l'ordre de s'arrêter. Bradley avait exactement le général qu'il fallait. George S. Patton, le commandant de combat, le plus agressif de l'armée américaine, celui qui avait rivalisé avec Montgomery jusqu'à Messine en Sicile, le général, qui comprenait mieux que quiconque la guerre de mouvement. La troisième armée de Patton fut activée le 1er août 1944. Mais Patton se trouvait en Normandie depuis la mi-juillet, préparant secrètement la phase d'exploitation de Cobra. Il avait étudié les cartes. Il savait exactement où il irait une fois la percée obtenue. Eisenhower donna à Bradley le contrôle opérationnel des forces américaines.
Montgomery commanderait les forces britanniques, mais il ne contrôlerait plus les opérations américaines. Bradley pouvait lancer Cobra quand il le jugerait opportun. Si l'opération réussissait, Patton mènerait la percée. Les Américains allaient accomplir ce que Montgomery avait promis 7 semaines plus tôt, 25 juillet 1944. L'opération Cobra débuta. Plus de 1500 bombardiers lourds et 400 bombardiers moyens attaquèrent les positions allemandes près de Saint-Lô. Ils larguèrent près de 4000 tonnes de bombes sur une bande de front large de 4 miles. Le bombardement dévasta les positions avancées allemandes. L'infanterie et les armes d'appui furent détruites ou dispersées. Les communications s'effondrèrent. Les survivants furent sonnés. Certaines unités cessèrent tout simplement d'exister en tant que forces organisées. L'infanterie américaine attaqua immédiatement après le bombardement. Le 7e corps, sous le commandement du major-général G. Lawton Collins, avança à travers un terrain criblé de cratères. La résistance allemande fut sporadique. La ligne fut rompue. Le soir du 25 juillet, les forces américaines avaient percé les défenses allemandes. Les 26 et 27 juillet, la brèche s'élargit. D'autres divisions américaines s'engouffrèrent dans la faille. Les tentatives allemandes de contre-attaque échouèrent. L'ensemble du dispositif défensif allemand en Normandie occidentale s'effondrait. Bradley engagea ses réserves pour exploiter la percée. Le 28 juillet, les forces américaines débouchèrent en terrain ouvert, au-delà du bocage et des haies, un terrain de chars, où la puissance blindée et aérienne américaine pouvait s'imposer. C'était le type de percée que Montgomery avait promis de réaliser à Caen 6 semaines plus tôt. Les Allemands envoyèrent en hâte des renforts depuis la Bretagne pour colmater la brèche, mais ils ne purent pas redéployer leurs panzers depuis Caen. Les attaques de Montgomery, malgré leur échec, avaient fixé les blindés allemands sur place. Les Allemands ne purent pas répondre à la percée de Bradley avec leur meilleure division. Le 31 juillet, les forces américaines se déversaient à travers la brèche de Saint-Lô. L'impasse, en Normandie, était brisée. Après 6 semaines de combats d'usure, les Américains avaient accompli ce que Montgomery n'avait pas réussi à faire. Ils avaient percé, et George S. Patton allait bientôt faire paraître Montgomery encore plus défaillant. 1er août 1944. La 3e armée de Patton entra en action. Sa mission était d'exploiter la percée de Cobra. Il devait pivoter vers l'ouest en Bretagne afin de capturer des ports puis se réorganiser pour les opérations futures. Patton examina la situation stratégique et comprit immédiatement que ce plan était déjà dépassé. L'armée allemande en Normandie était brisée. Ses défenses s'effondraient. La route vers l'Est était grande ouverte. Les ports bretons n'avaient aucune importance si la guerre pouvait être gagnée avant même d'en avoir besoin. Patton prit une décision de commandement. Il enverrait un corps d'armée en Bretagne pour respecter la lettre de ses ordres, mais le reste de la 3e armée filerait vers l'Est, vers Paris, vers la frontière allemande. Il exploiterait l'effondrement allemand jusqu'à manquer de carburant ou recevoir l'ordre de s'arrêter. Bradley comprit ce que faisait Patton et donna discrètement son accord. Eisenhower fut informé alors que Patton était déjà en mouvement. Au moment où quiconque aurait pu annuler les ordres, la 3e armée avançait à une telle vitesse qu'il aurait été impossible de l'arrêter. Les divisions de Patton progressèrent plus rapidement que toute autre armée ne l'avait jamais fait dans la guerre moderne. Elles parcoururent 50 miles en quelques jours, puis 100 miles, puis 200. Elles libérèrent des villes françaises si vite que les défenseurs allemands furent pris par surprise. Des civils français se réveillaient pour découvrir des chars américains
roulant dans leurs rues. Les Allemands tentèrent de se replier de manière ordonnée, mais Patton ne cessait de les couper. Ses blindés se déplaçaient plus vite que l'infanterie allemande ne pouvait marcher. Sa cavalerie de reconnaissance trouvait des brèches et les exploitait avant que les Allemands ne puissent établir de nouvelles lignes défensives. À la Mia, la 3e armée avait avancé plus loin en 2 semaines que les forces britanniques en 2 mois. Patton était passé de la Normandie à la Seine. Il avait accompli en 14 jours ce que Montgomery avait promis de faire le jour J et n'avait toujours pas réalisé 6 semaines plus tard. Montgomery réagit en revendiquant le mérite du succès américain. Il déclara aux médias britanniques que la percée américaine avait réussi parce qu'il avait fixé les blindés allemands à Caen. Il avait créé les conditions du succès américain. Bradley et Patton ne faisaient selon lui qu'exécuter le plan directeur de Montgomery. Les généraux américains étaient furieux. Patton avait réussi malgré Montgomery et non grâce à lui. Si Montgomery avait pris Caen le jour J comme promis, la percée aurait eu lieu en juin, pas en août. Des milliers de pertes américaines dans le bocage étaient de la responsabilité de Montgomery. Au 1er septembre, Patton approchait de la frontière allemande. En 3 mois, les forces alliées avaient percé en Normandie et libéré la majeure partie de la France. La campagne de Normandie était terminée, mais il avait fallu 3 mois pour accomplir ce que Montgomery prétendait pouvoir faire en un seul jour. Après la guerre, les services de renseignement alliés interrogèrent les généraux allemands survivants qui avaient combattu en Normandie. Leurs témoignages révélèrent la vérité sur les affirmations de Montgomery. Le général Hans von Schweppenburg commandait le groupe de panzer de l'Ouest à Caen. Après sa capture, en août 1944, il livra un témoignage détaillé aux historiens de l'armée américaine. Il déclara que les Allemands avaient concentré leurs panzers à Caen parce que c'était là que les Britanniques attaquaient. La défense allemande était dictée par les attaques britanniques et non par un quelconque plan de diversion britannique. Les Allemands tenaient Caen parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre cette position. Si les Britanniques avaient percé, ils auraient pu s'enfoncer en France. Le général Fritz Bayerlein de la division Panzerlehr livra un témoignage similaire après sa capture, en 1945. Il déclara que les attaques britanniques contre Caen étaient de véritables tentatives de percée. L'opération Goodwood, en particulier, avait convaincu les Allemands que les Britanniques tentaient réellement de rompre le front. Le bombardement massif et l'assaut blindé visaient clairement à briser les défenses allemandes. Aucun des généraux allemands ne croyait que Montgomery cherchait délibérément à les fixer sur place. Ils pensaient qu'il essayait désespérément de percer et qu'il échouait. Leur décision de concentrer les panzers à Caen était des réponses à des menaces réelles, non à une manœuvre de tromperie. Interrogés sur la percée américaine à Saint-Lô, les généraux allemands reconnurent avoir été surpris par son succès. Ils s'attendaient à ce que les Américains progressent lentement, comme ils l'avaient en fait dans le bocage. La rapidité de Cobra et de l'exploitation menée par Patton les prit totalement au dépourvu. Les témoignages allemands détruisirent le récit d'après-guerre de Montgomery. Il ne menait pas une brillante opération de diversion. Il tentait de percer à Caen et échouait à répétition. Les Allemands s'étaient concentrés contre lui parce qu'il attaquait, non parce qu'ils avaient été trompés. Le succès américain survint malgré les échecs de Montgomery et non grâce à eux. Les chiffres racontent l'histoire que les récits officiels ont tenté d'occulter. En Normandie, l'armée américaine subit plus de 62 000 pertes, environ 20 000 tués, le reste blessés ou portés disparus. Ces pertes furent subies alors que les Américains combattaient dans le bocage
tandis que Montgomery restait bloqué à Caen. Combien de ces pertes auraient pu être évitées? Combien de soldats américains sont morts parce que Montgomery n'a pas réussi à percer et à ouvrir le front? Il est impossible de répondre précisément à cette question. Mais l'analyse stratégique est claire. Si Montgomery avait pris Caen le jour J, comme promis, les Alliés auraient disposé d'une liberté de manœuvre. Les forces américaines n'auraient pas été piégées dans le bocage pendant 6 semaines. La percée aurait eu lieu en juin, et non à la fin juillet. Les pertes auraient été moindres. Les généraux allemands ont confirmé cette analyse. Ils ont déclaré que si Caen était tombé rapidement, ils n'auraient pas pu contenir les Alliés en Normandie. Toute leur stratégie défensive reposait sur la tenue de Caen et sur le confinement des forces alliées. L'échec de Montgomery à s'emparer de Caen a permis à cette stratégie de fonctionner. Le taux d'attrition dans le bocage était effroyable. Les divisions américaines perdirent entre 30 et 50% de leurs effectifs d'infanterie au cours des premières semaines. Des compagnies durent être reconstituées à plusieurs reprises. Dans le bocage, le taux d'attrition des fantassins atteignit près de 90% dans certaines unités. La situation devint si grave qu'en juillet, l'armée américaine manquait d'infanterie. Des cuisiniers, des secrétaires et des mécaniciens reçurent des fusils et furent envoyés en première ligne pour combler les vides laissés par le retard de Montgomery. À lui seul, le 7e corps subit 11 000 pertes en juillet lors des combats précédant l'opération Cobra. Chacune de ces pertes avait un nom. Chacune avait une famille qui reçut un télégramme du département de la guerre. Tous ont payé le prix de la promesse rompue de Montgomery le jour J. La percée de Patton réduisit les pertes en rétablissant la mobilité. Une fois les forces américaines débouchées en terrain ouvert, le taux de perte chuta. La guerre de mouvement favorisait le camp disposant de la supériorité aérienne et d'une logistique supérieure, les Américains. Le bocage lui favorisait les défenseurs, et Montgomery y avait enfermé les Américains pendant 6 semaines. Montgomery avait promis de prendre Caen le jour J et échoua après 6 semaines. Patton lui perça en Normandie et avança de 250 miles en 3 semaines. L'un était prudent, méthodique et échoua. L'autre était agressif, opportuniste et réussit. La campagne de Normandie réussit malgré Montgomery et non grâce à lui. Les soldats américains percèrent là où les forces britanniques avaient échoué. Les blindés américains exploitèrent là où les forces britanniques s'étaient enlisées. L'audace américaine remporta la campagne que la prudence britannique faillit perdre. La promesse de Montgomery de prendre Caen le jour J constituait le fondement du plan Overlord. Lorsque cette promesse fut rompue, toute la campagne dut être reconstruite autour du succès américain. Bradley et Patton livrèrent ce que Montgomery n'avait pas su accomplir. Voilà la vérité que l'histoire a tenté d'oublier. Montgomery échoua en Normandie. Patton sauva le jour J. Et les soldats américains payèrent le prix de l'incompétence britannique.